Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, très contente de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer d'abord par notre focus, direction l'Amérique, grâce au reportage et documentaire d'Arthur Genre, portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Jeanne, ça va? Bonjour Philippine, ça va et vous? Ouais, ça va très bien, merci. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Je vais revenir sur la vidéo de Trump Gaza aujourd'hui, vidéo faite par IA, qui a fait le tour du monde, qui montrait une version futuriste et paradisiaque de la bande de terre palestinienne. Alors, que nous dit cette vidéo des nouvelles méthodes de communication des puissants et de leur rapport à la satire? C'est la question qu'on se posera tout à l'heure. Merci beaucoup, Jeanne. On voit ça dans un instant. Et puis, on va aborder un enjeu clé aussi au sein de cette émission, celui de l'accessibilité numérique. Parce que malgré les progrès réglementaires, des millions encore de personnes en situation de handicap restent encore exclues du numérique. Alors, comment inverser la tendance? On en discute tout de suite avec mon invité, Marion Ranvier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Merci Philippine. Très content de vous recevoir. Vous êtes la directrice générale de la Fondation Content Square. On en parle avec vous dans un instant et plus longuement, juste après le focus. Beaucoup d'entre vous, peut-être, l'ont découvert dans Quotidien sur TMC. Arthur Genre a lancé dès 2015 sa chaîne YouTube consacrée à l'histoire et à la culture américaine. Une chaîne qui rencontre un franc succès avec plus de 140 000 abonnés, rien que ça. Un focus signé aujourd'hui Xavier Terrade. Je me présente, je suis Arthur Genre et sur ma chaîne YouTube, je parle d'histoire et de culture américaine. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Avant de se faire embaucher comme journaliste pour Quotidien sur TMC, Arthur Genre a étudié et travaillé entre 2018 et 2020 aux États-Unis. Une destination qui l'intéressait particulièrement, à tel point que dès 2015, le jeune homme a lancé sa chaîne YouTube consacrée à l'histoire des États-Unis et à sa culture. Une chaîne qui a 8 années plus tard, plus de 142 000 abonnés. Le jeune homme y avait donné notamment des clés pour mieux comprendre l'élection présidentielle américaine. Mais à chaque fois, les étrangers ont un petit peu de mal à comprendre le système américain. En 2016 par exemple, Hillary Clinton a perdu les élections alors qu'elle avait plus de voix que Donald Trump. Ça a laissé le monde un peu perplexe. Et pourtant, c'est tout simplement comme ça que fonctionne le système américain. Je vous explique tout. Après avoir débuté avec des vidéos d'un format allant de 15 à 30 minutes, Arthur Genre a plus récemment explosé les compteurs en offrant à ses fans des vidéos plus longues, entre 40 et 50 minutes. C'est notamment le cas de sa vidéo sur la mafia. Sa vraie histoire du parrain a été vue plus de 563 000 fois, son plus grand succès à ce jour. La mafia que l'on connaît aujourd'hui s'est développée en Sicile au milieu du 19e siècle, alors que la région était très instable politiquement suite à l'unification de l'Italie. À la base, c'était des sortes de milices privées engagées par les plus riches pour protéger leurs terres face aux nombreuses révoltes des paysans. La mafia sicilienne s'appelle la Cosa Nostra, Notre Chose ou Ce qui est à nous, un nom que l'on ignorait encore à l'époque et que l'on va découvrir bien plus tard. MTV, Disney, le 11 septembre, les armes, mais aussi l'emblème du burger et le développement des fast-foods, rien ne lui échappe. Le fast-food a donc été une révolution qui raconte bien plus qu'une simple histoire de burger. C'est une institution qui a transformé la culture américaine, son économie et même ses paysages. Aujourd'hui, je vous raconte la folle histoire des fast-foods, un réel symbole des États-Unis pour lequel les Américains ressentent autant de fierté que de honte. Des contenus qu'Arthur Genre partage aussi parfois sur TikTok, mais dans un format beaucoup plus court. Allez, retour en France maintenant avec autre chose. Malgré les progrès notables sur le plan législatif, une grande partie encore de la population française, et notamment les 12 millions de personnes en situation de handicap, reste encore trop à l'écart des services digitaux. Entre manque de sensibilisation et déficit de compétences, comment s'assurer alors que le numérique soit véritablement inclusif? On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Notre invitée justement aujourd'hui, Marion Ranvier, directrice générale de la Fondation Content Square. Vous êtes donc à la tête de cette fondation qui lance aujourd'hui ce consortium. Avant d'en dire un petit peu plus, est-ce que vous voulez bien nous dire, Marion, pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui d'avoir un numérique qui est accessible à tous? Vous êtes parti d'un constat en fait, avant de créer ce consortium. On est parti d'un constat, tout à fait. Vous l'avez dit, 12 millions de personnes en situation de handicap en France, c'est plus d'1 milliard de personnes en situation de handicap dans le monde. Et donc
donc, ces 1 milliard de personnes ont du mal à consommer et à naviguer en ligne aisément. Et à contrario, 70% du web n'est pas accessible. Donc, ces personnes ne peuvent pas utiliser les services nous, on a l'habitude d'utiliser, payer ses impôts en ligne, communiquer, postuler pour un job. Et donc, aujourd'hui, l'accessibilité numérique est un sujet aux enjeux majeurs. Vous l'avez dit également, les lois et les référentiels encadrent l'accessibilité. En revanche, on vient de fêter les 20 ans de la loi handicap et malheureusement, le constat est encore dramatique. L'accessibilité numérique n'est pas prise en compte par les entreprises et par les marques. Pourquoi ? Parce que les chiffres que vous présentez, pardon, je vous coupe, mais ils sont juste énormes. 70% du web, c'est ça, n'est pas accessible aujourd'hui. Oui, énorme. Il y a une étude de la Fédération des aveugles de France qui a été publiée il y a très peu de temps, qui dit que 2,52% des sites web français sont conformes à l'accessibilité numérique. Ah, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et donc, vous voyez qu'on a encore énormément de progrès. Ce sont lesquels par exemple? Alors, il y a des sites publics parce que le gouvernement a entamé de grandes démarches pour que les sites publics soient accessibles. Ce qu'on voit, notamment avec le baromètre de l'accessibilité publié par la Fondation Content Square, on voit que les sites publics sont en avance de 44% versus les sites privés, donc les sites e-commerce et notamment les sites médias. Et donc, la directive européenne qui est introduite dans le droit français et qui sera en vigueur en juin 2025, impose aujourd'hui à tous les sites e-commerce de rendre leur site accessible. Donc les choses avancent, avancent lentement, parce qu'on le voit, la loi a 20 ans. Et pour revenir sur votre question, pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui est peu ou mal compris quand on parle d'accessibilité numérique. On ne se rend pas compte en fait que le web, qui est un espace universel, est créé de manière inaccessible. Et quand on n'est pas confronté au handicap, on a du mal à s'en rendre compte. Je ne sais pas si toutes les deux vous avez déjà ou en tout cas eu une interaction avec un web inaccessible, mais on ne s'en rend pas compte. Bien sûr. Et donc, pourquoi les marques mettent du temps à s'en emparer ? Parce que c'est souvent vu comme une contrainte technique, une contrainte qui a un coût, et surtout, il faut aussi le dire, les personnes ne sont pas formées. Donc, les gens en entreprise ne connaissent pas les enjeux, tous les tenants et les aboutissants pour mener un projet de mise en conformité d'accessibilité numérique. Donc, il y a encore un peu de travail. On le comprend, autre manque de moyens, de compréhension du problème aussi, peut-être parfois aussi de volonté. Dans ce cas, vous lancez un module gratuit de sensibilisation à destination des écoles et universités, un module de 2 heures. Tout à fait. C'est ça. Un module e-learning de 2 heures. Donc, c'est une sensibilisation qui retrace les basiques de l'accessibilité. Parce que, croyez-le ou non, on s'est rendu compte que les étudiants qui sortaient d'école du digital n'avaient jamais entendu parler de l'accessibilité numérique. Et donc, on pense qu'il est de notre devoir d'apporter, en tout cas, une première réponse et une sensibilisation à l'accessibilité numérique. Comment ça se fait que les formations classiques, aujourd'hui, elles ne prennent pas en jeu ces enjeux, justement, en considération? Parce que, est-ce que le sujet est le même que ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire un manque quelque part de compréhension du problème aussi et de formation, parce qu'en fait, dans les boîtes, ce sujet n'est pas au cœur des problématiques. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut des personnes en situation de handicap pour vraiment comprendre comment ça fonctionne ? Alors, dans tous les cas, oui, parce que je pense que quand on parle d'accessibilité numérique, pour des personnes en situation de handicap, il faut créer des projets avec et pour. Donc, c'est important de pouvoir les introduire. Et je pense que ma réponse est double. Il y a un manque de professionnels formés, donc d'enseignants qui seraient en capacité de produire du contenu pour donner ces cours en accessibilité numérique. Et on le voit de plus en plus, les marques commencent leur transformation. D'accord. Et elles le commencent que seulement, même si on y revient, mais la loi a 20 ans. Et donc, elles cherchent des talents qualifiés. Et donc, c'est un sujet qui commence un petit peu à émerger, puisque la demande émane des entreprises
entreprises qui cherchent des talents qualifiés pour mener ces travaux. Et aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de ces talents. Et donc, c'est pour ça qu'avec un consortium d'acteurs engagés, nous avons souhaité apporter une première pierre à l'édifice. C'est pas suffisant, mais au moins une sensibilisation, pas besoin de prérequis, donc accessible pour tous, qui retrace les basiques de l'accessibilité, la définition, les différents handicaps, les obstacles. Et on a essayé de produire un contenu ludique et intéressant aussi pour une cible de jeunes et d'étudiants. Le secret, justement, c'est de rassembler ces nombreux acteurs qui sont tous très différents. C'est des grosses boîtes, c'est des institutions, des plus petites boîtes aussi. Est-ce qu'il faut obligatoirement aujourd'hui fédérer les entreprises, les associations, les écoles pour faire bouger les choses ? Vous dites que c'est le meilleur moyen, en fait, c'est qu'il faut fédérer tout le monde. Oui, il faut fédérer tout le monde, et c'est pour ça que la Content Square Foundation, qui a été créée en 2021 et qui est dédiée à la sensibilisation de l'accessibilité numérique, a souhaité et a été à l'initiative de la création du premier consortium d'accessibilité numérique. Donc, on a réuni autour de nous plus de 30 acteurs, des experts accessibilité, des entreprises, des institutionnels et aussi des établissements d'enseignement supérieur, parce qu'à plusieurs, notre voix, effectivement, porte plus. Et le but ultime, à terme, ça serait de faire évoluer les lois et que l'accessibilité numérique devienne un cours obligatoire dans toutes les formations au métier du digital. Mais on sait que faire évoluer des lois, ça prend du temps. Et malheureusement, les personnes en situation de handicap, elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps que les contenus soient créés accessibles. Donc, on a voulu accélérer en proposant ce premier module e-learning gratuit à destination des établissements d'enseignement supérieur. Accessible à tous. Vous parliez d'une directive européenne qui impose dès 2025 les obligations d'accessibilité numérique. Vous nous en parliez tout à l'heure. Ces obligations, elles concernent davantage de sites web. Malgré tout, on peut se poser une question. Est-ce que cette réglementation, elle est vraiment réaliste aujourd'hui au vu justement de cette pénurie de talents et donc de compétences en accessibilité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, réaliste, c'est une bonne question. Malheureusement, je pense qu'il faut en passer par là pour faire bouger les entreprises et tous les acteurs de ce système. On regarde beaucoup aussi ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Alors, pas seulement sur le sujet de l'accessibilité numérique, mais plus sur la partie diversité et inclusion. Oui. Et je pense qu'en Europe, on a vraiment quelque chose à jouer pour montrer qu'on peut aussi être pionnier sur ce sujet de l'accessibilité numérique, on peut faire avancer les choses, et je pense qu'il faut que les entreprises et tous les acteurs ne voient pas l'accessibilité numérique uniquement comme une contrainte réglementaire, mais plus comme un impératif de citoyenneté, de se dire que si un site est accessible pour tous, c'est un impératif sociétal, il va amener une autre audience qu'aujourd'hui l'entreprise ne touche pas, et je pense aussi à cette notion de fédérer des talents, où on voit que les jeunes générations sont beaucoup plus enclins à rejoindre des entreprises qui travaillent sur des sujets à impact. L'accessibilité numérique en fait pleinement partie. Bien sûr. Bon, c'est important. On va continuer à en parler avec vous dans un instant, si vous voulez bien, Marion. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéo, c'est le meilleur d'Internet, c'est le Zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Marion Ranvier. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de cette fondation Curtain Square. Mais juste avant de reprendre nos discussions qui sont importantes, nécessaires, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Jeanne, aujourd'hui, vous revenez sur une vidéo qui a fait le tour du monde, qui montre la bande de Gaza transformée en station balnéaire de luxe, le tout généré par intelligence artificielle, partagé aussi par Donald Trump. Cette vidéo faisait suite à la proposition par le président dans une conférence de presse début février de transformer la bande de terre en Riviera du Moyen-Orient. Et selon vous, eh bien, cette vidéo, elle est le signe d'un nouveau rapport du pouvoir à la satire. Le 26 février paraissait en effet sur le compte Instagram de Donald Trump une vidéo qui a littéralement enflammé la toile. Cette vidéo, eh bien, elle commence par des vues de rues de Gaza en ruine, mais la course d'enfants pour échapper au bris ou au bal va donc vite faire place au trou incessant. Ou trop innocent, des mêmes enfants vers le Gaza imaginé par Trump en Côte d'Azur du Moyen-Orient. L'idée du futur est partout. Présence d'enfants, topos de la sortie du tunnel, point de fuite lumineux, bâtiments futuristes qui aussi, avec l'omniprésence de l'or, hors des statues à l'effigie de Trump, hors de la lumière du soir qui irradie les rues pleines d'étals et de Tesla. Et le tout fonctionne sur une esthétique de la binarité, basée sur la dialectique de l'avant et de l'après, sur la dialectique de la terra nullius versus la terre civilisée, en d'autres termes, entre l'enfer sur terre versus le paradis terrestre, donc imaginé par cette vidéo. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus sur le contexte dans lequel cette vidéo a été imaginée? Alors, c'est l'œuvre d'un duo de réalisateurs américains, Ariel Vromen et Solo Avital, deux pubards de la côte ouest, dont un, Ariel Vromen, est d'origine israélienne. Ils ont réalisé ce film en moins de 8 heures avec un logiciel d'intelligence artificielle qui s'appelle Arcana. Et ils ont fait ça dans une tradition esthétique de la vidéo promotionnelle, type celle qu'on a vue créée par le gouvernement saoudien pour leur cité du futur Neom. Mais ce qui a particulièrement marqué, ce sont ces icônes d'or à la gloire de Trump, qui évoquent autant des récits bibliques du veau d'or que des statues monumentales d'autocrates recouvertes à la feuille d'or, de Saddam Hussein à Kim Jong-il. Alors, qu'en est-il de leurs intentions? Interrogé par le média turc TRT World, le réalisateur, un des deux réalisateurs, dit l'avoir pensé comme une satire qui aurait pu être faite pour le Saturday Night Live, tout en montrant à la fois une fenêtre sur un scénario dangereux, fin de la citation, avant de déclarer que, pour lui, il s'agirait de bannir l'utilisation d'images faites par IA pour les hommes et les femmes politiques. Ce qui n'a pas du tout été le cas, puisque même Donald Trump, je crois, l'a récupéré, elle a même retweeté, repartagé. Exactement, et c'est là que nos confrères de l'ADN, le journal L'ADN, soulignaient le 5 mars l'idée qu'en faisant sienne les satires, la communication de Donald Trump a trouvé la parade ultime pour les éradiquer à leurs racines. Cette vidéo, elle se situe dans la foulée d'une autre image de People dont on a parlé sur ce plateau, image qui montrait Trump en dérision comme un bébé porté par le super puissant Elon Musk. Et ce qui est intéressant ici, ce renversement, c'est qu'en fait, c'est pas tant l'image qui nous est significative ici que le fait qu'elle est repartagée par Elon Musk alors même qu'il est en train de militer pour la présidence de Donald Trump. Et donc, en fait, c'est bien un jeu sur la polysémie des signes qui est ici en cause et dont l'existence est à la base même d'une loi centrale d'Internet, la loi de Poe, définie par nos confrères de l'ADN. Cette loi stipule donc que, sans indication d'humour clair comme un smiley, toute expression parodique ou sarcastique d'opinion au sein du digital peut être confondue par certains avec une expression sincère de ses opinions. Et ce qui amène au fait qu'on ne sait plus vraiment si cette vidéo est une farce qui se moque de Donald Trump ou une célébration du projet de Riviera. Et c'est bien une spécificité même de l'esthétique contemporaine des images faites avec l'IA, souligne l'artiste et théoricien Grégory Chatonsky. Lui, ce qu'il explique, c'est que par leur traitement purement statistique d'un flot d'images immense, sans attention à leur sous-texte, ces productions de l'IA, elles peuvent, pour une même image, être utilisées dans un but et juste à la suite, une seconde après, dans le but absolument contraire. Contrairement, par exemple, aux images autocratiques du passé, fascistes, nazis, j'en passe, et des meilleurs, nous dit Chatonsky, qui utilise un vocabulaire esthétique monumental ou encore hiératique, ces images suréchangées, elles puisent dans un univers formel
qui est toujours plus insidieux à mesure qu'il est réaliste et use de tropes visuels connus. On peut ici penser à des magazines d'architecture ou à des boutiques de Las Vegas. En tout cas, elle signe, pour ce qui est des déclarations fantasques de Donald Trump, l'idée que la satire a intégré la réalité elle-même et dépasse de loin les fictions les plus folles que les artistes pourraient être amenés à imaginer. C'est inquiétant tout ça, Jeanne. Un peu. Un peu, hein. Bon. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette chronique toujours aussi passionnante. On lance ensemble toutes les trois la deuxième partie du talk. Suite à la chronique de Jeanne, on repart. On est toujours bien sûr sur le plateau de l'École du Futur et avec notre invitée Marion Ranvi, directrice générale de la Content Square Foundation. Alors, on a posé les bases de ce consortium en première partie du talk. Oui, tout à fait. Marion, on comprend l'importance, la nécessité même du projet que vous portez, le fait de plus d'accessibilité sur Internet, les enjeux de régulation aussi qui sont en cours en France et en Europe plus largement. Il y a un autre sujet qu'on parle beaucoup dans l'émission, c'est celui de l'intelligence artificielle. Je vais y arriver. Est-ce que justement ce développement de l'IA, ça peut contribuer à résoudre une partie du problème auquel vous voulez vous confronter, ou est-ce qu'au contraire, l'IA est un danger pour l'accessibilité sur Internet ? Alors, oui, je pense que l'IA peut tout à fait être amenée à accompagner notamment les experts accessibilité en automatisant des tâches. Parce que finalement, l'accessibilité, c'est quoi ? C'est coder un site accessible et donc c'est coder en fonction des critères qui ont été prédéfinis dans des référentiels. Donc il y a certaines tâches qui vont pouvoir être automatisées avec l'IA. Il y a d'autres tâches qui ne pourront pas tout de suite. On aura besoin effectivement d'experts humains. Il y a les agents aussi dont on parle beaucoup qui peuvent venir accompagner des personnes en situation de handicap, créer son propre agent avec sa propre interface et ses propres besoins. Donc il y a beaucoup à faire finalement sur ce sujet et c'est ce qui est très intéressant. En revanche, là où il faut faire attention, mais c'est comme l'IA, pas spécialement sur le sujet de l'accessibilité numérique, mais c'est tous les biais que l'IA peut avoir et notamment construire en tout cas une IA inclusive pour pas mettre les personnes en situation de handicap de côté. Et on a vu, ils sont quand même plus d'un milliard dans le monde. C'est clair, effectivement. Selon les chiffres de l'INSEE, 12 millions de personnes en situation de handicap en France, ça représente 20% de la population française. C'est conséquent aussi. Et malgré tout, c'est encore aujourd'hui complètement, de ce qu'on en entend dans les médias et de votre constat aussi, complètement invisibilisé. Invisibilisé, et je pense qu'on stigmatise aussi le handicap. On a une population de plus en plus vieillissante qui a besoin d'accessibilité, d'adaptabilité. Et je donne aussi souvent l'exemple d'un handicap situationnel. On se casse le bras, on ne peut plus utiliser sa souris, on a besoin d'utiliser la navigation par clavier. Et là, on se heurte à un problème d'accessibilité très courant où les sites ne sont pas codés pour qu'on navigue uniquement par le clavier. Et donc, vous ferez le test. Souvent, on est coincé dans le menu et on ne peut pas en fait accéder au contenu du site. Oui. Et donc, finalement, on n'est pas en situation de handicap, en tout cas c'est situationnel, c'est temporaire, mais on se heurte à l'inaccessibilité du web. Justement, quand on parle d'accessibilité, parce qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on met en place pour rendre un site web accessible ? Est-ce que c'est des sujets de couleur, de contraste, d'audio aussi, j'imagine ? Tout à fait. Alors, des choses simples, par exemple, et compréhensibles aussi par tous, le contraste. On a un fond blanc, on ne va pas utiliser un texte jaune. Le ratio, en fait, ne va pas être suffisant. Et pour le coup, on n'a pas besoin d'être en situation de handicap pour plisser les yeux et de se dire que c'est illisible. Avoir des sous-titres sur les vidéos, aujourd'hui, on l'a beaucoup plus. C'est rentré un petit peu plus dans les mœurs, mais c'est très important pour des personnes qui ont un handicap auditif. Après, il y a par exemple aussi l'alternative textuelle pour des images. Une image qui est porteuse de sens, il faut comprendre qu'une personne malvoyante ou atteinte de cécité, elle ne va pas pouvoir voir cette image. Donc, sa technologie d'assistance va lui lire ce qui a été sur l'image. Et si l'image est porteuse de sens, il faut la décrire.
Parce que sinon, la personne en situation de handicap, vous l'handicapez, elle n'a pas accès à une information qui est pourtant cruciale. Bien sûr. Donc, en ce sens, est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à décrypter une image, son sens, etc. Tout à fait. Je pense, en revanche, on a encore besoin de l'humain pour vérifier ce qu'a dit l'intelligence artificielle, mais typiquement sur des alternatives textuelles et des descriptions d'images, l'intelligence artificielle peut contribuer grandement. On a parlé donc effectivement de la logique réglementaire. C'est un consortium que vous avez créé, dont vous êtes en tout cas à l'initiative, qui veut changer la vision de l'accessibilité et sortir de cette réglementation qui peut être un peu lourde aussi. Mais une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas justement passer par une contrainte réglementaire que l'Europe connaît bien et que la France aussi, forte, pour que les entreprises passent enfin à l'action autant que vous l'espérez? Oui, c'est une certitude et je pense effectivement que la directive européenne qui a du coup étendu en fait le scope va aider en ce sens. Mais je pense, et j'y reviens et je suis soutenue par les consortiums et les membres du consortium, il faut vraiment mettre un focus majeur sur l'éducation. On ne peut pas créer un monde numérique inclusif et accessible sans former les futures générations. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé ce module e-learning. Mais je pense que voilà, ces talents seront la pierre angulaire, finalement, de cette transformation de l'accessibilité numérique. Et donc, on a besoin de former. Encore une fois, nous, c'est une sensibilisation aux basiques de l'accessibilité. Il faut aller plus loin. Il faut pouvoir former les UX designers, les développeurs, mais l'idée avec cette sensibilisation, c'est de montrer que l'accessibilité, c'est l'affaire de tous. Et donc, comprendre les handicaps, comprendre les obstacles, les technologies d'assistance dont je parlais tout à l'heure, venir sur des choses très simples, avoir aussi un paysage de l'accessibilité numérique et de l'aspect réglementaire en France, mais à l'étranger, c'est important pour les futurs leaders de demain, parce que l'accessibilité numérique sera priorisée si elle est comprise. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est souvent dépriorisée parce qu'il y a une mécompréhension autour de ce sujet. Transition absolument parfaite, Marion. J'allais vous dire, parce que vous affirmez régulièrement dans vos interviews qu'il y a une incompréhension sur ce qu'est véritablement vraiment l'accessibilité numérique. C'est quoi la plus grosse erreur ou le plus gros malentendu sur le sujet ? Eh bien, je vais citer un rapport de WebM qui a été publié en 2024. Les 6 erreurs les plus communes sont donc les contrastes dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Le ratio est rarement suffisant. Donc ça, c'est la première erreur. Le texte alternatif pour la description des images. Ensuite, il y a souvent des liens qui ne renvoient nulle part. Donc en fait, la personne en situation de handicap, vous la perdez totalement et finalement, elle quitte votre site et elle n'y reviendra probablement jamais. Et il y a aussi la lisibilité des boutons. On voit souvent des boutons qui sont trop petits et on oublie les personnes en situation, par exemple, de handicap moteur, où on a un tremblement de la main. En fait, c'est hyper difficile avec le curseur de pouvoir aller appuyer sur le bouton. On pensait avoir des boutons un peu plus conséquents. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle dit, donc cette étude a analysé et audité plus de 1 million de homepages, de sites à travers le monde, et elle dit, et elle montre que ces erreurs les plus communes sont les mêmes depuis 5 ans. Rien ne bouge. Et donc moi, ça m'interpelle. Je me dis, mais finalement, en plus, c'est finalement des choses qui sont assez faciles à corriger. Pourquoi, depuis 5 ans, on fait les mêmes erreurs ? Peut-être parce qu'il n'y a pas de guide. Est-ce qu'il y a un document qui existe, une charte ? Alors, c'est une bonne réponse. Nous, on a publié le guide de l'accessibilité. Pareil, un outil gratuit. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut aller sensibiliser et actionner des choses très concrètes. Mais effectivement, 5 ans, reproduire les mêmes erreurs. J'espère que si on se recroise dans 5 ans, on reviendra avec un autre constat. C'est clair. Bon, et ben vous allez revenir justement, parce qu'il est temps de terminer cette émission, même si on a encore plein de choses à aborder. Merci infiniment. Merci beaucoup. Marion, d'avoir été parmi nous. Ça s'appelle donc la Fondation Content Square et ce nouveau consortium auquel on souhaite beaucoup de succès. Merci, évidemment. Philippine. Merci à vous. Merci Jeanne Dreyfus d'avoir été parmi nous pour cette chronique toujours aussi passionnante. Je vous en prie, à votre service. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission ainsi qu'à la régie derrière lui. Et puis nous, comme tous les jours et dès demain, toujours à 12h30, on se retrouve sur School TV. D'ici là, passez une très très belle journée. Ciao.